Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous commentons l'actualité, comme vous le savez, tous les jours, entre 11h et midi, avec aujourd'hui Xavier Iacovelli, sénateur PS des Hauts-de-Seine. Bonjour. Mathieu Alterman, journaliste. Vous êtes également auteur. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brumes. Et on vous retrouve tous les vendredis dans TPMP sur C8. Vous êtes éclectique. Moi, j'aime bien les gens éclectiques. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Lui, c'est l'inverse. C'est le sport avant tout. Ah bon. Vos coups de cœur, c'est souvent du sport. Deux fois, mais Deux fois. Non, le sport, tennis. Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Merci d'être là. On va en parler avec vous. On va parler de la manif des policiers demain, les mal-aimés de la République. Est-ce que l'image des policiers a considérablement changé avec les gilets jaunes? 0826 300 300. On va revenir sur la convention de la droite, sur Rouen, avec la défiance de la parole publique. Peut-on croire ce qu'on nous dit? C'est vrai que parfois, on a un petit peu de mal à comprendre les discours politique sur tout va bien, l'air est respirable, et puis les témoignages qu'on a pu entendre ici ou là, en particulier des pompiers qui sont intervenus et qui ont raconté quand même avoir eu quelques problèmes de santé après. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec Frédéric. C'est pas du sport pour une fois, c'est de la culture. Oui, c'est de la musique qui est ma grande passion. C'est la disparition de Jessie Norman. Carrière de plus de 50 ans. Elle avait été engagée, on se souvient d'elle, place de la Concorde, chantant la Marseillaise. J'allais y venir à l'Opéra de Berlin, et c'est quelqu'un qui s'était un peu retiré de la vie, mais qui comptait beaucoup comme dans le monde afro-américain aux États-Unis. Et c'est vrai que l'image que les Français ont retenue, c'est le 14 juillet 89, pour le bicentenaire de la Révolution française, le défilé de Jean-Paul Goude, et en apogée, si je puis dire, cette Marseillaise avec cette robe au drapeau tricolore. Je trouve assez... drôle n'est pas le terme, mais comme un clin d'œil de l'histoire que sa disparition soit annoncée le jour même ou le lendemain de la mort de Jacques Chirac, des obsèques de Jacques Chirac, puisque ce sont des moments, moi j'étais sur la place de la Concorde, ce sont des moments où la France a été le centre du monde, c'est-à-dire le 14 juillet, il y avait toute une série de chefs d'État, ça avait d'ailleurs agacé beaucoup de gens de gauche, comme Renaud, qui disait que c'était ça suffit pas comme il l'avait dit à ce moment-là. C'est un moment de consensus, de cohésion nationale, comme on l'a connu hier au moment des obsèques de Jacques Chirac aux Invalides et à Saint-Sulpice. Et rappelons les noms de Jean-Paul Goude et Azine Alaya, évidemment, qui étaient à la base, quand même, c'est Goude, c'est le défilé de Jean-Paul Goude. C'était un défilé, moi je l'avais vu, j'avais été époustouflé. Perrine, vous, c'est un coup de cœur également culturel, mais dans un autre genre. Je reste dans la musique aussi, parce que j'ai un coup de cœur aujourd'hui pour Chaotique 747, qui est en fait un groupe de rap qui a vocation à être connu. C'est beau la musique, l'éclectisme. C'est ça, c'est l'éclectisme. Et chose assez étonnante, parce qu'on a toujours tendance à opposer la police, les services de sécurité et le rap. Et non, Chaotique a décidé avec son groupe de monter un projet qui s'appelle Projet 18, qui n'est toujours pas diffusé sur les ondes en tant que tel, où c'est assez compliqué parce que justement il rentre pas forcément dans les codes du rap traditionnel. Et en fait, c'est un rap engagé en faveur des forces de l'ordre, en faveur des forces de secours. Donc les ambulanciers sont représentés, les pompiers sont représentés, la police est représentée. Et en fait, c'est un message d'amour et un message de tolérance et de reconnaissance envers ces services de sécurité et de secours. Et pourquoi il n'est pas programmé? Parce que... Et justement, il nous en parlera un petit peu plus tard sur l'émission de Berkoff, puisque justement, il est venu précédemment pour enregistrer cette émission. Et justement, il y a une question de... il a fait plusieurs démarches, notamment chez Skyrock, qui est la chaîne de rap en France. Et pour l'instant, il n'a pas eu de signature ou pas un retour plutôt négatif, disons. Donc, il mérite d'être connu. Écoutez, on n'avait pas anticipé, on aurait aimé vous faire écouter un morceau, mais on n'en a pas. Vous l'entendrez donc chez André Berkoff. Xavier, vous, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule, un coup de gueule sur les enseignants, en tout cas le syndicat enseignant qui a refusé de faire la minute de silence hier pour Jacques Chirac. Voilà, je trouve qu'il y a des moments de cohésion nationale où tout le monde doit se réunir. On pourrait aussi parler de l'absence de Mélenchon aux obsèques hier, qui a été quand même à l'Assemblée dans la minute, on va dire, laïque. Mais je pense que là, il n'y a pas de laïcité sur ces questions-là. Pour le coup, il y a vraiment un hommage qui est rendu
au président. Mais alors pour le coup, des enseignants qui sont quand même des fonctionnaires d'État, c'est une minute nationale, donc c'est leur responsabilité aussi de le faire. Et je pense que c'est une occasion manquée, et même ça m'a personnellement choqué. Oui, c'était assez choquant. Et l'absence de Marine Le Pen, on l'a beaucoup évoqué hier. Vous dites que Mélenchon n'y soit pas. À partir du moment où là c'est une demande de la famille, moi ça me choque pas que pour le coup Marine Le Pen ne soit pas là. C'est la famille avait expressément dit qu'elle ne voulait pas. Alors par contre, j'ai vu, parce que moi j'ai pas pu me rendre aux obsèques hier, mais j'ai vu à la télé qu'il y avait son ancien bras droit là, Florent Philippot qui y était allé, effectivement. Bon, donc je trouve un peu bizarre parce qu'à mon avis, il n'était pas non plus. Il n'était pas non plus souhaité. Il est moins. Je pense qu'il avait envie de faire parler de lui, et beaucoup moins médiatique et beaucoup moins. Un mot sur cette minute de silence, effectivement, sur le syndicat qui a. C'est un syndicat qui est quand même assez minoritaire dans le milieu de l'éducation nationale, qui est infiltré par une mouvance identitaire, il faut bien le dire. Indigéniste, et c'est vrai qu'on est habitué maintenant à toute une série de coups d'éclat qui vont pas souvent dans le sens de ce que souhaitent les parents d'élèves. Je pense que comme l'ensemble des Français, vous avez vu notre enquête dans le JDD de dimanche sur Chirac, l'homme qui a été beaucoup apprécié, le politique qui a été plus controversé. On n'était plus sur cette logique de consensus. On n'était pas non plus dans une apologie de sa politique. Absolument pas. C'était sur un hommage sur l'homme, sur l'ancien président de la République. Et puis parler de son bilan. Et parler de son bilan. Et c'était l'occasion, en plus, je pense, pour les enseignants, de parler aussi. Et là, c'est la minute de silence qu'ils ont refusé. Et donc, peut-être, l'enseignement. C'est l'occasion, mais il y a un abruti, je ne vais pas le qualifier autrement, que j'ai entendu. Pourquoi on l'a vu chez Bourdin? Non, un autre abruti il y en a beaucoup. qui disait moi mes enfants ils savent pas qui c'est, donc on s'en fout, je veux pas leur parler de ça. C'est la seule façon pour ces gens d'exister, de toute façon. Oui, mais alors ne les invitons pas sur les plateaux, parce qu'enfin Bourdin, excusez-moi, c'est quand même. Vous avez raison. Non, moi ce que je trouve choquant là-dessus, c'est qu'en fait on essaye d'enlever une certaine culture à nos enfants quand ils sont à l'école, parce que c'est quand même un engagement civique que de respecter une minute de silence. C'est quand même un jour de deuil national. Il faut comprendre pourquoi il y a un deuil national. Il faut comprendre aussi pourquoi il y a un hommage. Dans une école, de resituer les choses dans leur contexte. C'est normal aussi d'observer ce type de minute de silence. C'était tout aussi choquant quand il y avait des élèves qui avaient hué les minutes de silence après les attentats. Pour moi, ça revient quasiment à la même chose, parce que c'est une question d'éducation civique. Et si même les enseignants ne la prônent pas, on est mal barré, pour dire crûment. Mathieu, c'est moi, j'ai également un coup de gueule. lien. C'est un coup de gueule lié effectivement aux obsèques de Jacques Chirac, mais c'est un coup de gueule contre les Français, finalement, qui ont classé Valéry Giscard d'Estaing comme avant-dernier président. Je crois qu'il a 3% de satisfaction. Et je dois dire que je ne comprends pas ce mépris à l'égard de Valéry Giscard d'Estaing, qui est quand même un président qui a légalisé l'IVG, fait passer la retraite à 18 ans, fait l'éclatement de chômage, fait l'éclatement de l'ORTF, qui a libéré complètement les médias, qui était un président moderne, qui à la base du TGV, quand le TGV a été lancé par François Mitterrand, il n'a même pas été invité, alors que c'est lui qui l'a... Donc il y a quand même quelque chose qui... Je vais répondre, si vous permettez. J'en ai marre d'avoir des gens qui veulent un président sympathique, dont le seul argument est la sympathie. Effectivement, il est moins sympathique que Chirac, il a fait plus de choses. J'entends ce que vous dites. Alors, c'est l'IFOP qui a fait ce sondage, ce classement, il faut le prendre dans le contexte. C'est un reflet de l'émotion publique. On avait fait le même sondage, et j'étais déjà, j'ai envie de dire malheureusement, à l'IFOP, en janvier 96, comme chargé d'études, et c'était Mitterrand qui a été vu comme le premier président, même devant De Gaulle. S'agissant de donc on a la mémoire courte. Il y a déjà plusieurs choses. Un, il a quitté l'Élysée il y a 38 ans. Attendez, il y a 38 ans. Deuxièmement, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à tisser un lien de proximité vis-à-vis en fait des Français comme Chirac l'a fait. Et puis son bilan. Je l'écoute. Il y a aussi son bilan qu'il a fait perdre en 81, même s'il n'était pas responsable de tout. Une inflation à 2 points, un chômage qui explosait, et puis, il faut le dire, une attitude extrêmement étrange sur la peine de mort qu'il a laissé exécuter 3 fois en France. Et rappelons-nous la phrase de Raymond Aron à son égard, le drame avec Giscard, c'est qu'il n'a pas compris que l'histoire était tragique. Eh oui, mais enfin, il y a quand même une injustice pour quelqu'un qui, en débat de septennat, a quand même fait beaucoup de choses qui comptent aujourd'hui et qui était peut-être d'ailleurs une excellente interview. Je vous promets, quand il y aura un hommage national pour son décès, les Français le placeront. Vous savez ce qu'a dit Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, avait dit lors des obsèques de Mitterrand, il a dit on en a fait quand même un peu beaucoup, on n'a pas fait autant pour Giscard. Je trouve qu'il y a quand même un mépris pour quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans les années 70 et comme le rappelle Laurent Alexandre dans une excellente interview qui est parue il y a 2 jours, qui est peut-être le dernier président qui connaissait les nouvelles technologies.
Ce qui n'est pas le cas de Chirac arrive en 95, au moment où Internet arrive, il passe à côté de ça, il passe à côté du numérique. Giscard était le président réellement du futur et on lui reconnaît rien et c'est malheureux. Oui, et c'est vrai que je pense que, mais vous le dites, le temps n'arrange rien à l'affaire. Oui, mais ça fait longtemps qu'il est méprisé. Il était déjà méprisé en 88. Hein. Moi, ce qui m'a frappé un petit peu dans les hommages à Chirac, c'est en fait ce qu'on honorait, c'était la personnalité de l'homme. Le sondage a très bien montré. Sympathique, il aime manger. Il y a du terrain. Mais alors, même si il y a quand même, quand on a travaillé il y a 4 ans pour les 20 ans de son accession au pouvoir, donc il n'y avait pas l'émotion qu'on a connue maintenant, et là, dimanche dernier, il y a quand même des actes lourds qui ressortent. C'est moins des réformes économiques que des déclarations, la non-intervention en Irak, le service militaire, le plan cancer, le plan sécurité routière, le Veldiv, Johannesburg, mais c'est vrai qu'il n'est pas attaché à une réforme socio-économique de modernisation du pays. D'autres l'ont fait. Et surtout, il n'était pas du tout gagnant dans les sondages du temps de sa présidence. Contrairement à Giscard dont je parlais, Giscard était un président plutôt aimé par les sondages, ce qui n'était pas du tout le cas de Jacques Chirac. C'est ça qui est étonnant. Non, mais c'est très très variable. Jacques Chirac, il a connu effectivement des pics de popularité, des creux jamais vus. Rappelons que c'est le président qui devient le plus rapidement impopulaire après son élection. Dès juillet 95, il passe les 50% dans le baromètre IFOP JDD parce que il trouve les caisses assez fortement vidé par Édouard Balladur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à sa promesse de la facture sociale. Il augmente la TVA de 2 points. Il baisse le livret A d'1 point. Et puis on va vers les grandes grèves du mois de décembre. Il faut rappeler une chose, il n'a jamais été élu avec plus de 20% au premier tour. Oui, son socle, le premier tour, c'est 20-21%. Ouais. Bon, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Rouen en particulier, après l'incendie de l'usine Lubrizol, la machine à rumeurs bat son plein. Les autorités ont bien du mal à convaincre. Édouard Philippe hier a réaffirmé que la qualité de l'air n'était pas nocive. Seulement voilà, on a du mal à y croire. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, donc Rouen. Après l'incendie de l'usine de Lubrizol, beaucoup de questions. Encore une fois, le nuage est parti, mais les questions subsistent. Une manifestation est prévue aujourd'hui pour réclamer la vérité sur l'accident de l'usine. Pourquoi ne croit-on pas les politiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on a le moyen de mentir? Est-ce qu'ils savent ce qu'il se passe réellement? Écoutez ce que disait hier le Premier ministre. La qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause. Que les odeurs que nous sentons sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens. Voilà, donc... C'est ce que me disent les techniciens. Donc c'est quoi? C'est une manière d'ouvrir le parapluie. Vous qui êtes politique, Xavier Comelli. Non mais justement, moi je vais essayer de défendre un peu les politiques. Je vois pas l'intérêt pour le Premier ministre de dire tout va bien, vous inquiétez pas, et puis crever en silence. Et je pense qu'il donne les informations qu'il a, c'est-à-dire qu'effectivement les experts, les scientifiques disent qu'il y a pour l'instant rien de nocif. Moi, je vois notamment la question de l'eau, où on a vu sur les réseaux sociaux un robinet avec l'eau, avec de l'eau noire, 30 000 retweets. La réalité, c'est que la préfecture a demandé qu'on signale à chaque fois qu'il y avait un problème au niveau de l'eau. Il y a eu un signalement sur l'ensemble du département. Donc, je pense que il faut aussi faire attention aux fake news, faire attention. Alors là, il y a une réalité. Enfin, je veux dire, il y a la suie qui tombe, les pluies grasses qui tombent sur les champs. C'est d'ailleurs pour ça que il y a des informations contradictoires. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, les vaches qui ne sont pas sorties, il ne faut pas prendre leur lait. Donc elles ne sont pas sorties, elles n'ont pas respiré l'air. Il y a les œufs, c'est pas dangereux. Les œufs qui sont consignés. On a le miel. Enfin, on a tout ça qui aujourd'hui ne peuvent pas être commercialisés tant qu'on n'a pas du feu vert des instances sanitaires. Donc il y a effectivement certainement un risque, mais en tout cas il y a une situation de précaution qui est mise en place par le gouvernement, et je pense que c'est tout à fait normal et c'est sain d'avoir ça. Après, il faut aussi faire attention à ne pas envenimer les choses et faire craindre aux citoyens peut-être un risque qu'ils n'ont pas encore. Moi, j'habiterais la région, j'aurais peur. Ah, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. Enfin, franchement, moi, j'habiterais aussi la Normandie, je me poserais des questions. Même quand il ne se passe rien, j'ai peur. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus forcément se dire que les politiques, que le gouvernement ment, cache les choses. La théorie du complot, ça va, quoi. Cette théorie du complot...
Mathieu Alterman. Tout le monde. Ce matin, le leader vert a déclaré qu'il était certain qu'on nous mentait, sans étayer par le moindre exemple scientifique. Ouais. C'est n'importe quoi. Évidemment qu'il y a le principe de précaution, mais il va falloir que les gens arrêtent de fantasmer sur l'époque de Tchernobyl. On disait, vous inquiétez pas, le nuage ne passe pas la frontière française. C'est fini. Encore une fois, comme vous l'avez dit, on n'a aucun intérêt à mentir sur un truc qui est visible par tous. Ça n'a aucun intérêt. En général, on ment sur des choses où il n'y aura même pas de réaction de conspiration mais derrière. Surtout au niveau des réseaux sociaux, de toute façon, on ne peut plus mentir. Mais c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut replacer un peu les intérêts. Premièrement, le gouvernement n'a aucun intérêt à mentir sur cette question-là. Et je pense aussi qu'il faut laisser un certain temps d'investigation autour des tests sanitaires, etc., pour justement éviter qu'il y ait une toxicité dans les aliments. Effectivement, si on commence à commercialiser un produit qui a été infecté, ça risque d'être un peu problématique. Donc c'est normal que ce principe de précaution se mette en place. Après, les tests actuels semblerait démontrer qu'il n'y ait pas une pollution importante, une toxicité importante, mais il y a une responsabilité qui est prise en prenant des précautions. Ça, c'est hyper important de le souligner. Des précautions sont prises parce que justement, il peut y avoir un risque. Par contre, effectivement, je rejoins un petit peu les habitants, l'inquiétude des habitants de Rouen qui disent aujourd'hui j'ai peur, j'ai pas envie de sortir de chez moi parce que j'ai peur, etc. Mais après, voilà, il y a aucun intérêt à mentir. Il faut cesser les théories du complot. C'est forcément la catastrophe. C'est-à-dire que dites-nous la vérité. On attend qu'il y ait une catastrophe. Il y a une espèce de culte de la dramatisation un peu partout. Il y a une situation qui se passe, c'est forcément dramatique. Oui. Non, c'est vrai que ça montre toute une série de choses. D'une part, le lien que font les Français entre santé et environnement. C'était notre enquête il y a une quinzaine de jours où la première fois, la santé est arrivée en tête des préoccupations des Français avec un lien intime avec la question environnementale. Et donc, on est vraiment là-dedans. Il y a aussi une part, je dirais, d'impuissance forcée du politique. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? On a vu Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn venir sur place alors qu'ils n'avaient que peu de choses à dire. Ils ne seraient pas venus, on aurait dit comme par le passé, c'est scandaleux, ils se désintéressent. Voilà. Donc c'est là aussi où on a une sorte de faiblesse intrinsèque du politique et on voit sur ces questions, bien sûr, et on avait fait une enquête avec Conspiracy Watch, les théories du complot fleurir parce que ne pas savoir, c'est craindre le pire. Craindre le pire, c'est les politiques nous cachent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut mentir ? Est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir on peut mentir un moment, mais c'est vite. Voilà. Et puis en fait, l'incertitude, c'est que les Français ont l'habitude de voir les médias leur révéler la vérité sur des sujets qui sont très très loin d'eux, sur des sujets qui se passent dans le monde entier. Là, on est à 150 km de Paris et il y a des zones d'incertitude. Il y a ce fantasme où les gens pensent que forcément le pouvoir va soutenir les gros en cas de crise. On vit dans un fantasme. Mais ce qui n'est pas le cas. Et comme vous dites, effectivement, il y a des médias quand même, c'est à 150 km de Paris. Enfin, en même temps, bon. Il y a des choses. On apprend que la directrice de Lubrizol, elle est co-administrative de la Société d'économie mixte pour l'élimination des déchets industriels, aux côtés de la Caisse des dépôts de la CCI du Havre, du Conseil général du 76. Et certains disent, bah oui, ils vont pas se tirer dans les pattes. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait conflit d'intérêts. Franchement, comment on peut croire qu'un politique, qu'un maire, qu'un président de département ou de région pourrait mettre en péril la santé de ses administrés. Enfin, vraiment, sous prétexte que couvrir la directrice de machin qui est... Enfin, franchement... Et puis, je pense que pour la directrice aussi, c'est un gros drame qui s'est produit, cet incendie-là. Après, il y a une question sur la sécurité des usines. Là, je pense qu'il faut se poser. On a vu Toulouse qui vient d'être annoncé, là où il y a un début d'incendie aussi. Boréalis, je sais pas quoi, à côté de Rouen également, il y a eu un début d'incendie, en tout cas, pas un début d'incendie, mais il y a eu un problème où ils ont fermé la production. Donc on voit bien qu'il y a une question de sécurisation, de normes peut-être de sécurité qu'il faut renforcer dans les usines françaises et notamment celles qui ont des produits qui peuvent être toxiques pour les habitants. Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Et je pense que de toute façon, comme l'a indiqué aussi la directrice de l'usine, il va avoir aussi des nouvelles normes qui vont être imposées suite à ça. Bon,
Mais de là à remettre en cause la parole publique et la parole politique... oui, mais moi je le vois, là, nos auditeurs de Sud Radio ne sont pas contents. Ils nous accusent d'être macronistes, de stigmatiser le complotisme. C'est le nouveau mot à la mode. On a le droit de poser des questions. On ne croit pas le gouvernement et on pose des questions. On ne résout pas une crise en disant qu'il n'y a pas de crise. Ça n'existe pas. Il y a une réalité. Évidemment. On voit que sur le terrain, il y a une crise. S'il y a une crise, on dit effectivement il y a eu un problème et on explique comment on va régler ce problème, mais dire qu'il n'y a pas de problème et qu'on est comme une réaction, on nous cache quelque chose, il doit y en avoir, ça n'existe pas, c'est dans les films. Personne ne dit qu'il n'y a pas de problème. Oui, tout le monde dit que ce n'est pas toxique pour l'instant et qu'il y a un principe de précaution. Moi, c'est ce qui me gêne quand même. Le principe de précaution, c'est de dire attention. Il y a un principe de précaution. C'est pas dire tout va bien. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture aujourd'hui a bloqué notamment toutes les productions des œufs, du lait, du miel, tout ce qui peut être, tout est consigné jusqu'à avoir le feu vert. Mais par précaution, ça se trouve il n'y a aucun risque, c'est juste de la précaution, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise et qu'aujourd'hui le gouvernement... La véritable crise sera pour éviter aussi que ce problème-là se reproduise. Et prévoir une anticipation aussi sur ce type de risque. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On aura Rio avec nous dans un instant sur Sud Radio avec nous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on parle de la catastrophe de Rouen. Le préfet de police, le préfet de Seine-Maritime à l'instant rassure à nouveau les habitants en disant qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Il tente de rassurer. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes nombreux en tout cas à ne pas y croire. Le porte-parole du gouvernement avait dit qu'elle pouvait mentir pour protéger Macron. Nous sommes gouvernés par une bande de menteurs. Tous les gens malades, riverains, pompiers doivent être contents d'entendre que ce n'est pas toxique. Alors, il peut y avoir des effets d'irritation, mais sans que ce soit toxique. Enfin, j'en sais rien. La question, c'est la définition. C'est la définition de toxique. Du mot toxicité. On a Rio en ligne avec nous. Bonjour. Rio. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Déjà, je voulais saluer les primo-intervenants que sont les sapeurs-pompiers, les policiers qui ont pris des risques pendant les gendarmes, tous les services en fait, qui ont assuré les premiers secours. Parlant du préfet, ce que je viens de constater sur le site de la préfecture, c'est qu'on n'a aucune information à part un communiqué qui date du 23. On n'a pas le résultat des examens de l'eau et de l'air quotidiennement. On nous demande de contrôler des piscines publiques tous les jours avec des relevés. Là, il n'y a aucun relevé affiché. De plus, concernant le médical, aucun protocole n'a été décidé, savoir quels sont les examens qu'une personne peut faire entre des petits-enfants, des personnes retraitées, des asthmatiques, des opérés, des greffés. Voilà, à ce jour, la population ne sait pas quel examen faire. Vous avez différents... À partir du moment où il part du principe que c'est pas dangereux, que c'est pas toxique, il n'y a pas d'examen particulier à faire, sauf si vous avez des manifestations particulières, si vous avez une affection particulière. Le problème, c'est quand vous lisez le collectif Lubrizol, tout le monde est malade. Hein. Donc là, sur 2-3 jours après, c'est des urticaires qui sont apparus. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement peut mentir ? Mentir par omission, peut-être. Oui, mais c'est très grave de mentir par omission parce que ça reviendra comme un boomerang. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque du sang contaminé, on n'est plus à l'époque de Tchernobyl. Il y a les réseaux sociaux, il y a des lanceurs d'alerte. Donc, c'est très, très grave et très dangereux pour un gouvernement de mentir. Vous prenez par exemple le contrôle de l'air. Il y a Atmo, donc ils ont 6 unités. On n'a pas été capable de mettre une unité mobile le jour de l'incendie dans le nuage. Ils ont des unités mobiles, je suppose. Donc on déplace une unité mobile, ça prend une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour calculer pour mesurer le nuage. Voilà. Donc ça n'a pas été fait. Tout ce qui est mesure de l'air, on l'a fait sur 24-48 heures après. Bon, une fois que c'était dissipé, mais on avait les outils pour faire des mesures dans H+1 en déplaçant Atmo avec une unité mobile sur le circuit, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Oui, d'accord. Alors, Perrine voulait répondre. Oui, je voulais répondre sur le fait d'accuser un petit peu les différents organismes qui auraient pu intervenir dès le début de l'incendie. Je pense qu'à ce moment-là, il y a des priorités. Il y a un incendie, la priorité, c'est de l'éteindre. Aujourd'hui, la priorité, c'est de faire des analyses.
La priorité, c'est de lever le voile sur quels matériaux se sont révélés dans l'air, etc. Sait pas, mais ça, on ne sait pas. Toujours, on n'a pas la liste des produits qui étaient dans l'usine. Ça va venir au fur et à mesure, parce que justement, il y a des analyses. C'est fourni. Hier, il n'y avait pas. C'est ce que ça a été annoncé par l'usine. Lubrizol l'a annoncé en disant voilà ce qui aurait pu brûler, mais maintenant, quelle va être la répercussion au niveau de l'environnement? Quelle est cette sueur en tant que telle qui coule? Il y a 2-3 molécules qui sont annoncées. Après, je ne suis pas du tout scientifique, donc je vais éviter de m'hasarder là-dedans. Ouais. Mais en soi, il y a des analyses qui sont en cours. Et c'est pour ça qu'on respecte un principe de précaution, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas déterminer exactement que c'est toxique. Donc, je pense que c'est là-dessus où il faut essayer de s'ouvrir, d'être raisonnable et de se dire qu'on attend les bonnes informations. Et j'ajouterais que si le gouvernement voulait en faire une opération de com, il ne minimiserait pas, il maximiserait pour pouvoir le gérer bien, justement. Donc arrêtons cet argument, ça n'a aucun intérêt pour eux de le cacher, au contraire. En revanche, oui. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord également, c'est vrai qu'on a du mal à s'exprimer sur un sujet où il y a une dimension scientifique et en fait médicale. Je ne pense pas qu'il ait de l'intérêt du gouvernement d'être sur une logique dilatoire et de cacher les choses. Tout simplement, il y a un problème d'accès à l'information et ce type de résultats sont longs à donner. Les premiers résultats ont été donnés quasiment le surlendemain du drame où on a parlé que l'air ne présentait pas de toxicité aiguë. Alors, dès qu'on dit aiguë, ça veut dire mais si c'est aigu, ça veut dire qu'il y a une toxicité. Donc voilà, c'est ce temps, dans cette logique, on est dans une logique de dictature, d'une véritable urgence sur toute une série de choses qui fait que il y a ce trouble dans l'opinion publique. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre aussi qu'il y a cette odeur un peu nauséabonde qui reste dans la région de Rouen, qui laisse à penser que forcément il y a quelque chose de toxique dans l'air. Bon. Je peux comprendre aussi les habitants de la région de Rouen qui sont inquiets avec cette odeur, voilà. Mais tant qu'on n'a pas les analyses, c'est vrai que c'est compliqué de dresser un bilan. Et en tout cas, moi, je suis contre la théorie du complot qui voudrait dire que le gouvernement cache tout. 0826 300 300, appelez-nous. Moi, j'ai envie de vous entendre, vous qui râlez sur Facebook, etc. Dites-nous ce que vous en pensez. Pourquoi le gouvernement cacherait une catastrophe si c'était effectivement toxique? S'il y a une catastrophe, malheureusement, on sait ce que c'est. Hein. Ouais. On a vu à Tchernobyl. Oui, absolument. On attend vos appels, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va parler de la manif des policiers demain, mais on a Chantal qui voulait réagir au débat à propos de Rouen. Bonjour Chantal. Oui, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Ça m'ennuie d'entendre toujours parler de cette théorie du complot. Alors moi je dis, ils ne cachent pas tout. Ils sont dans l'incompétence d'organiser quelque chose face à une catastrophe. Simplement, et de pouvoir communiquer les choses rassurantes, c'est-à-dire, on est en train de faire ci, on fait ça, on fait des analyses et on vous dira. Mais là, c'est toujours dans le même système où, non, mais vous en faites pas, tout va bien, c'est pas toxique, peut-être ça l'est un peu, peut-être non, enfin c'est complètement idiot, et pourtant je me dis qu'il y a des tas de réunions de tous les services de sécurité qui se passent à tous les échelons, et là quand il arrive quelque chose, il y a une mise en œuvre qui est impossible, je ne sais pas pourquoi. Mais une mise en œuvre de quoi? Une mise en œuvre de quoi? Une mise en œuvre de tous les services. C'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est ce qui a été fait. Ça fait un petit temps quand même, ça fait un petit moment quand même. Depuis le premier jour de l'incendie, il y a eu des services qui se sont déplacés pour éteindre les incendies, pour capitonner les habitants, pour faire les relevés, qu'ils ne sortent. On a fermé les écoles, on a fait des relevés. Il y a encore des analyses en cours. Au final, qu'est-ce que devrait faire l'État, le gouvernement et leurs représentants sur le terrain pour vous ? Communiquer autrement qu'en essayant de rassurer en incohérence. Il faut dramatiser quelque chose qui n'est pas pour l'instant un drame. Excusez-moi, mais vous attendez quoi? Que le gouvernement dise que c'est la catastrophe, qu'il faut évacuer l'ensemble de la région? Non, mais c'est ça, vous avez toujours peur de ça. Mais c'est pareil pour Tchernobyl, personne n'y a cru non plus. De ce qui va se passer, est-ce que les gens vont s'affoler, etc. Toujours peur de l'affolement à chaque fois qu'il y a une catastrophe comme
comme ça. Mais non, c'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas dire tout va bien, l'air est pur, vous pouvez sortir, etc. C'est aberrant. Moi, quand j'ai entendu ce préfet, je trouve que ça, c'est de l'inaptitude. C'est vrai. Madame, je vous entends, mais enfin, vous comparez avec Tchernobyl, qui était une catastrophe nucléaire dans une dictature communiste. Il y a un moment, ça n'a rien à voir. Mais pour certains, on est en dictature. Oui. Je vous réponds. Ça n'a rien à communiste. Pas communiste, mais dictature. Mais bon, écoutez, je pense qu'effectivement, vous êtes aussi nombreux à dire il n'y a pas de chimie sur le plateau, que des guignols, machin. Bon, mais voilà. Mais on peut essayer de réfléchir. On peut essayer de réfléchir. Aucun chimiste n'a dit qu'il y avait effectivement quelque chose de grave non plus. Donc bon. Non. C'est ça. Après, il y a aussi ce principe de précaution qui est aussi dans l'univers scientifique, en disant qu'il y a des analyses en cours. On ne dit pas qu'il n'y a pas de oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution d'être moins rassurant? C'est ce que disent aussi aujourd'hui, les gens. Ce qui est dit, c'est que selon les premières analyses, il n'y a pas de toxicité aiguë, il n'y a pas de risque particulier pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'avoir une irritation. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir un rhume, des otites, ce genre de choses. Je ne sais pas, je fabule là. Mais ça veut dire que quand il y a un pic de pollution, typiquement, on peut avoir des symptômes. Mais est-ce que ça va avoir un effet à long globalement néfaste, etc. Et rappelons qu'en France, on a un principe de précaution extrême depuis la canicule de 2003. Depuis ce fait, on a un principe de précaution énorme, parce qu'on a peur qu'il arrive une catastrophe comme il est arrivé en 2003. Voilà. Jean-Claude est en ligne. Décidément, le sujet vous passionne. Bonjour Jean-Claude, on vous écoute sur Sud Radio. Oui, bonjour madame. Bonjour. Attendez, je suis arrêté là parce que j'étais en train de rouler. Ah oui, c'est pas bien. Donc, garez-vous. Allez-y. Alors. Moi, je voulais revenir pour dire que M. Macron ne s'est même pas déplacé à Rouen. C'est quand même grave. C'est quand même Céveso. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, tout le monde en parlait. C'était grave. Et maintenant. Il y a eu le Premier ministre. Il y a le Premier ministre qui est allé hier. Christophe Castaner y a été, Agnès Buzyn. Il y a des représentants du gouvernement qui ont été à Rouen. Donc. Pour les Gilets jaunes, par exemple, il s'est déplacé pour le Sacré-Cœur alors qu'il n'y avait aucun danger pour les riverains et pour tout le monde. Alors, non, pas le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, vous voulez dire. L'Arc de Triomphe, excusez-moi. L'Arc de Triomphe, oui. Il avait peut-être peur pour ça. Il a peut-être peur pour sa petite santé, ce monsieur. Et voilà, quoi. Et je voulais juste dire ça, quoi. Je voulais que il a même pas dit un mot sur Rouen. Comme d'habitude, il parle pas. Voilà. En même temps, quand il parle trop, on dit qu'il parle trop. Et là, maintenant, qu'il laisse le gouvernement gérer cette situation de crise, vous n'êtes pas content non plus. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui rêvent qu'il y ait une guerre énorme avec un président qui se rend sur place, qui dit qu'il y a des morts, qui gère la situation. Je sais pas. C'est ça finalement que veulent les gens. Pourquoi on ferait venir un président si il y a pas grand-chose, si ce n'est de la fumée qui fait éternuer. Enfin, oui, c'est vrai qu'on est aussi toujours dans un théâtre monarchique sous la 5e où on veut que celui qui incarne le pouvoir, et c'est vrai qu'Agnès Buzyn est venue, Jean-Michel Blanquer, il y a un Premier ministre qui m'échappe, et Édouard Philippe, mais on attend que ce soit celui et Christophe Castaner, et Borne, bien sûr, c'était avec Agnès Buzyn. On attend toujours que celui qui exerce la magistrature suprême se déplace. Ça fait partie d'un certain mythe de voir le roi souvent thaumaturge venir sur place. Mais qu'est-ce qu'il aurait apporté de plus que le gouvernement et tout ce que vient de se dire sur l'attente de ces résultats? Et surtout, s'il y va, les gens vont dire, regardez, ça doit être grave puisque le président y est. Ou bien on peut dire, il récupère l'événement. Il y a aussi toujours ce type de risque. Allez, il nous reste peu de temps. Je voudrais il y a un truc avec lequel je suis assez d'accord. Beaucoup nous disent, si ça avait été à Paris, ça n'aurait pas été pareil. Et ça, je suis assez d'accord. Ah, mais ça fait partie du discours anti-parisien. C'est bien connu. Mais nous, je pense que ça aurait été à Paris, ça aurait été différent. Je pense que ça aurait été différent et dans le traitement et. On a des drames qui se sont passés. Valérie, on en a parlé énormément. Il y a même tout ce qui était édition spéciale sur Jacques Chirac ont été arrêtés dès vendredi pour parler de Rouen. Je trouve qu'on en a parlé quand même. Après, on peut pas dire le contraire. Il se passe quelque chose de grave à Paris. On a eu un incendie notamment de Notre-Dame de Paris. C'est certes pas comparable avec une usine, hein, je mesure mes propos et je suis bien consciente de cela. Mais quand on a révélé les présences d'amiante, de plomb dans cette vieille bâtisse qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça fait un scandale aussi, entre guillemets, sanitaire, en disant que les habitants sur les côtés devaient déménager, ce genre de choses. Là aussi, on respecte un principe de précaution avant toute
tout discours politique en tant que tel. Et pourtant, on n'en a pas parlé autant que ça non plus. Ce qui mesure bien un petit peu la différence entre un incendie et des risques sanitaires avec de l'amiante et du plomb et un autre incendie avec une usine chimique où là, tout le monde se concentre sur ce sujet, qu'il y a des personnes du gouvernement entier qui se sont déplacées et des personnes surtout concernées. Christophe Castaner, c'était pour les primo-intervenants. Pompiers, gendarmes, et Agnès Buzyn pour la santé. C'est quand même le plus important. Allez, on va parler de la manif de policiers. On en reparlera évidemment demain. Demain, à l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de 20 ans, les policiers vont défiler à Paris pour une marche de la colère avec un fond de malaise assez important, hausse des suicides et encore accusation de violence qu'ils vivent assez mal. J'entends déjà vos réactions. On a Nicolas en ligne avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour, vous allez bien ? Très bien. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio ? Écoutez, bonjour à tous. Moi, je comprends totalement leur grogne. J'ai travaillé longtemps pour les forces de police dans le cadre de mon ancien travail, pendant une dizaine d'années. Vous faisiez quoi ? Je m'occupais de réseaux informatiques, on va dire, pour des commissariats, pour des points assez sensibles. Voilà, pour rester vague. Et donc, je connais assez bien leurs conditions de travail, les locaux dans lesquels ils travaillent, qui sont assez scandaleux. Et c'est vrai que le syndicat Vigie en parlait assez fréquemment. Moi, je comprends tout à fait leur grogne, etc. Maintenant, je les ai toujours soutenus. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, je n'y arrive plus. Je trouve qu'il y a eu trop de violence, il y a eu trop d'ordre appliqué sans réflexion, sans recul. Et j'ai vraiment un gros problème là-dessus parce que je suis un fervent défenseur de la police, etc. Maintenant, c'est pareil. Certains de syndicats de police ont aussi appelé à voter Macron à l'époque de l'élection. Maintenant, ils subissent. Il y en a certains qui se relèvent, mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent pour le peuple, pour servir et protéger, et pas seulement pour permettre à une caste de rester au pouvoir. Voilà, alors, moi il n'y a aucune haine dans mes propos. J'ai aucun. Vous avez manifesté. Vous avez manifesté avec les Gilets jaunes. J'ai soutenu au niveau local des points de Gilets jaunes, au niveau. Et vous avez été témoin de violences policières ? À côté de chez moi, oui, il y a des gens qui ont pris des bombes lacrymogènes alors que c'était des personnes âgées, des gens d'un certain âge. Les gendarmes ont même pris un retour de vent de bombes lacrymogènes. C'est passé un petit peu dans les médias. Voilà. Après, j'ai vu les images et puis j'ai été très attentif en tant que citoyen à ce qui se passe et à la grogne qui monte dans le pays parce que moi, je suis un petit entrepreneur depuis quelques années et voilà, les charges, etc. Enfin, tous les problèmes. Les gens qui sont dans le réel les connaissent totalement. Et si vous voulez, moi, le problème, c'est que les policiers ne sont pas mieux lotis que la majorité des gens. C'est un peu ça. Alors, on va vous répondre. Alors, Spérine, déjà, vous vouliez répondre Alors, déjà, au niveau je pense qu'il faut quand même détacher aussi toutes les problématiques qu'il y a dans la police nationale et les Gilets jaunes. Ça commence à me saouler, très franchement, pour dire les choses. Parce qu'il y a des vraies problématiques dans la police nationale. Et si on veut toujours maintenant dire ils ont qu'à subir aujourd'hui ce qu'ils ont parce qu'il y a eu des violences. Déjà, il y a des enquêtes en cours donc sur ces violences supposées ou présupposées. On a une tribune, un tribunal qui s'est créé sur les réseaux sociaux avec des images éparses. Faut bien rappeler que déjà sur les manifestations, l'usage de la force n'est conditionné qu'à partir du moment où il y a des exactions commises. J'entends parler d'un nuage de gaz lacrymogène. Désolé, mon compagnon qui est policier en civil sur les manifestations, il en a mangé énormément dans sa vie parce qu'il est policier sur les manifestations. Mais toutes les manifestations ne dégénèrent pas. Pourquoi elles ne dégénèrent pas ? Parce qu'il n'y a pas d'exaction commise. Aujourd'hui, par contre, le point qui m'intéresse le plus, c'est cette question de grogne dans la police nationale et puis même dans d'autres corps qui sont aussi les services de sécurité et de secours. Mais pourquoi il y a cette grogne ? Parce qu'en fait, c'est pas une question d'être le bras armé du gouvernement. C'est au contraire être le mal-aimé de ce gouvernement alors qu'on est au service du citoyen et des institutions. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des locaux complètement insalubres, il y a des véhicules inutilisables
insécuritaire principalement, du manque de moyens. Et tout ça, au final, avec des heures supplémentaires impayées, des heures, un mal usage de la police nationale, ça a une répercussion et ça mène au suicide. Et c'est ça notre propos. Je voudrais réagir parce que j'entends évidemment le manque de moyens, vous avez tout à fait raison, mais il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vous dites mal aimé. Mais c'est pas vrai, c'est une minorité qui fait du bruit, qui dit sa haine de la police, mais les enquêtes montrent ces derniers mois que la France aime sa police, et on est certainement une des polices au monde où il y a le moins de bavures. Je rappelle un peu ce qu'est la police américaine. Vous allez aux États-Unis, vous avez 9 chances sur 10 de vous faire arrêter, vous ne savez même pas pourquoi. Et non, les Français n'ont pas du tout la haine de la police, du tout. Et je pense que beaucoup vont vous soutenir demain. Mais non, mais ce que vient de dire Mathieu est tout à fait vrai. D'une part, il y a une cote de sympathie très forte, même s'il y a un petit dégradé où c'est d'abord les forces armées, puis les gendarmes, puis les policiers. Et ce qui n'était pas le cas avant. Tout à fait. Avant, c'était les policiers qui étaient avant. Non, ça a toujours été les forces armées parce que voilà, il y a l'idée de la défense du pays, des OPEX, etc. D'autre part, il y a un acte lourd. Il y a eu ce qui s'est passé en France en 2015 et l'image des policiers applaudis est restée. Et embrassé. Exactement, voilà, j'ai embrassé un flic, etc. Alors, bien sûr, les bavures, ce qui est perçu comme des bavures, sont bien mémorisées par les Français. Mais les attaques directes contre les policiers sont aussi bien restituées. L'affaire de la voiture brûlée en mai 2018, ça a été très fortement mémorisé. Viry-Châtillon, etc. Qui se réouvre suite à des relax. Le boxeur le boxeur, l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. C'est des choses qui ont, je dirais, sculpter un lien très fort entre les policiers et les Français. Maintenant, voilà, il n'y a pas eu d'enquête très récente sur quid d'un impact gilet jaune, sachant que les Français, sur la question des gilets jaunes, et on l'a vu dans toutes nos enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio, ont toujours opéré une dissociation entre ce que revendiquaient les gilets jaunes qui étaient perçus comme légitimes et les actes de violence en marge des mouvements et cortèges, quand bien même certaines violences étaient le fait de gilets jaunes. Après, le point sur lequel je voulais revenir, c'était parce que il y avait cet intervenant qui nous parlait du parallèle avec les gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est pas une manifestation pour dire coucou, aimez la police. C'est surtout une manifestation pour dire attention, on a 52 suicides dans la police nationale depuis le 1er janvier 2019. Et rien n'est véritablement fait. Il y a des gouvernements successifs, là, pour justement enlever cette question du gouvernement Macron, etc. C'est que depuis des années, il y a ces suicides. Depuis des années, il y a des protocoles qui sont mis en place, notamment avec des intersyndicales ou pas, des discussions qui sont faites et qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, c'est cette réflexion-là qu'on veut. Vous la comprenez, la manif de la police ? Moi, je comprends le mal-être de la police. Et d'ailleurs, il se ressent aussi dans les suicides. Enfin, il n'y a pas des corps qui sont autant touchés par les suicides que la police. Donc, ce mal-être, il est dû, à mon sens, aussi par l'accumulation sur les différents gouvernements, qui ne datent pas seulement de 2017, mais ça va, y compris depuis Chirac, je pense, cette diminution d'effectifs dans la police, les locaux vétustes, les véhicules qui ne roulent plus. Il y avait un film qui s'appelait, excusez-moi, L627 de Tavernier, qui date de 1993 ou 94, donc c'était une vieille affaire. C'est une vieille affaire. Donc on voit bien qu'il y a une accumulation, une vétusté des conditions de travail, enfin du matériel et des conditions de travail qui se dégradent pour les policiers, et puis, moi, je pense pas que les Français on n'aime pas la police. On l'a vu après les attentats, on voit qu'il y a quand même un attachement à la police. Après, sur la question des gilets jaunes, qu'il y ait eu des bavures ou en tout cas des violences policières, ça c'est pas à nous de juger. Je pense que c'est la justice de le faire et elle jugera si ou pas si c'était des violences. Et en même temps, ils ont aussi eu des violences de la part de manifestants radicalisés. Donc je pense que voilà, encore une fois, je pense qu'il y a les gouvernements qui ont peut-être maltraité au fur et à mesure les policiers. Mais je ne pense pas que les Français n'aiment pas les policiers. Voilà, je pense qu'il y a une revendication légitime des policiers à demander peut-être plus de moyens, plus d'accompagnement psychologique également, parce que je pense que c'est aussi un métier qui est compliqué. Et c'est aussi les premiers qui sont sur parfois des situations dramatiques. Et donc, je pense qu'il faut un accompagnement psychologique peut-être plus important, des moyens supplémentaires.
Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit les Français dans leur ensemble qui n'aiment pas les policiers. À suivre, donc demain, on aura l'occasion d'en reparler, de reparler de cette manifestation de policiers. Merci à tous les quatre, merci à vous. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. À demain. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pendant le mois Carrefour, profitez de 50% de remise sur des produits DIM. Et allez, encore des promos pour les femmes, et pour nous, rien. Hein. Mais si, il y a aussi 50% sur des produits de la gamme DIM Homme. Les boxers, les slips. Alors là, je dis oui, et je dis pas souvent oui. Jusqu'à lundi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% de remise créditée sur votre carte Carrefour sur une sélection de produits DIM Hommes et femmes. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Modalité détail produits et magasins ouvert dimanche sur carrefour.fr. Ford. Ok Teddy, on va proposer la Ford Fiesta tout équipée à partir de 119 € par mois avec grand écran tactile compatible Waze. Pas mal. Rajoute le truc pour rester dans la voie, s'il te plaît. Pas besoin Teddy, elle l'a déjà. Excellent. Pendant les portes ouvertes Ford les 12 et 13 octobre, la Ford Fiesta tout équipée est à partir de 119 € par mois seulement. C'est Teddy qui l'a dit. Ouverture selon autorisation, LLD à particulier, 48 mois, 40 000 km d'une Fiesta 5 portes Cool & Connect, 70 chevaux. Premier loyer de 1 500 € ramené à 0 €, prime à la conversion déduite. Offre jusqu'au 31 octobre, si reprise et si accord Bréman-Élise, voir Ford.fr. Sud Radio. En Haute-Vienne. À Limoges. Sur 95. Leclerc. Belle maman, dans la sélection des incroyables de la foire au vin Leclerc, il y a un AOP Côte du Roussillon rouge bio, CAS 2018. Ah ça, avec une viande grillée? Moins de 6 € la bouteille. À partir du 1er octobre, la bouteille de Côte du Roussillon AOP CAS 2018 de 75 centilitres issue de l'agriculture biologique est à 5,95 €. Disponible en magasin et sur macaf.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et pour en savoir plus sur ce vin, vous téléchargez l'appli Wine Advisor et vous scannez l'étiquette. Intersport. L'histoire d'Oscar, c'est l'histoire d'une rencontre avec les chaussures Adidas chez Intersport. Oscar, il aime bien changer de look. Bien vu Oscar, tu peux être qui tu veux avec ces chaussures. T'auras un Oscar. Top départ pour l'anniversaire chez Intersport. Du 30 septembre au 6 octobre, les chaussures Adidas grand courtes sont à 37,49 € au lieu de 74,99 €, soit 50% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Voir conditions et liste des magasins sur intersport.fr. Je prendrai 2 tapas de la mer et une cocotte de moule. Alors on a dit 3 tapas et une cocotte XXL. Non, c'était 2. Oui, mais en ce moment, Léon voit grand. Il vous en offre plus pour le même prix. Eh ben, merci Léon. Avec les offres XXL de Léon de Bruxelles, plus de fraîcheur et de générosité pour le même prix. Offre valable du lundi au vendredi jusqu'au 31 octobre 2019. Voir conditions au restaurant. Pour votre santé, bougez plus. Auchan, et la vie change. Il y a des autocuiseurs étonnants qui se transforment en boîte de nuit dès qu'on ferme le couvercle. Et allez, c'est parti, on garde la patate et on danse à toute vapeur. Et pendant les 100 jours étonnants Auchan, il y a des autocuiseurs encore plus étonnants. Comme l'autocuiseur Seb, 100% remboursé. Demain seulement, vos magasins Auchan et Auchan.fr proposent l'autocuiseur Seb Clipso Multisi 7,5 litres à 119,99 €, 100% remboursé en bon d'achat. Auchan. Quantité limitée. Remboursement sous forme de 4 bons d'achat. Conditions et magasins participants sur Auchan.fr. Changez vos fenêtres Velux, ce ne sont pas les 12 travaux d'Hercule. Une journée peut suffire avec un professionnel. Ensuite, à vous les économies d'énergie, la douce chaleur en hiver et la fraîcheur préservée en été. À vous aussi le silence par tous les temps. En 25 ans, vos fenêtres Velux ont changé. N'attendez pas pour les remplacer. Retrouvez toutes les solutions pour votre projet et profitez dès maintenant de notre offre sur velux.fr. À suivre. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Il est l'heure de réserver votre séjour spécial Halloween au camping Le Floride de Port-Barcarès. Sud Radio, il est midi. Parlons vrai. Le journal avec François Germain. Bonjour à tous, encore beaucoup de questions après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Les riverains sont inquiets et demandent plus de clarté, notamment sur la possible toxicité des produits rejetés dans l'air. On reviendra sur l'enquête. Nicolas Sarkozy